Et voilà, bonjour les amis, réglage de l'autofocus autofocant pour cette nouvelle édition du GT du grenier de l'écho. La seule émission économique réalisée sans montage, sans trucage à partir d'un grenier. Et ouais, il n'y en a pas 36, normalement là, c'est l'autofocus est autofocant et ça va marcher. Et je vais pouvoir faire mon apparition sur l'écran. Coucou, salut les amis, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. J'espère que tout va bien et que tout va bien, voilà. Alors, comment on va dire que tout va bien puisque vous me regardez et que moi je vous parle? Eh bien, on va attaquer directement sur un sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous, qui était pourquoi tout monte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais a priori actuellement tout monte, tout monte. Le prix du gaz, le prix de l'électricité, le prix de tout, les actions en bourse, l'immobilier, tout monte. Et c'est un peu les arbres montent jusqu'au ciel. Alors, vous savez, souvent on dit « Non, mais attends, cette fois-ci c'est différent, parce que, en fait, normalement, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais cette fois-ci, c'est peut-être différent, parce que les arbres, ils pourraient monter jusqu'au ciel. Mais quand on entend quelqu'un dire « Cette fois-ci, c'est différent », attention, les alarmes intellectuelles doivent s'allumer, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n'est pas logique que les arbres puissent monter jusqu'au ciel. Et pourtant, on va essayer de réfléchir ensemble. Et si les arbres, cette fois-ci, imaginons qu'ils pourraient monter jusqu'au ciel. Alors, est-ce que cela est seulement possible? Tout monte et les arbres montent jusqu'au ciel, alors que normalement, ils ne le devraient pas. Mais peut-être que c'est un effet secondaire du CO2 dans l'atmosphère. Qui sait, peut-être que c'est quand même très favorable aux plantes. Le CO2, je rappelle que c'est utilisé par nos plantes. Alors regardez, le Dow Jones, eh ben, le Dow Jones 2003, le Dow Jones 2021. Bon, là, on se traîne péniblement à 4-5 000 points. On est à 35 000 points aujourd'hui. C'est sûr que c'était pas mal d'investir dans le Dow Jones en 2003 et puis jusqu'à maintenant. Regardez ici le crack de 2020, hein, le crack Covid là. Vous avez vu, pouf, ça fait un gros trou. Et puis regardez, on a tout repris, on a dépassé, on a explosé les précédents records. C'est génial. Quand on investissait dans le Dow Jones, on ne pouvait pas trop se tromper. Quand on investit dans le Nasdaq, on peut pas trop se tromper non plus. Regardez 2021, on descend à 1000 points, on est à 16 000 points, x16 en allez, 18 ans. Bon, on pouvait pas trop se tromper hein, en achetant du Nasdaq, hein, c'est pas mal. Ah, le Nikkei, le Nikkei c'est pareil, hein, le Nikkei 2005, allez 2009, pas beaucoup, hein, moins de, allez on va dire 5000 points, 29 000 points aujourd'hui, en achetant du Nikkei, on pouvait pas trop se tromper. Et ça marche avec tout en fait, hein, il y a tout qui monte. Regardez le DAX c'est l'indice allemand, ah oui alors je vous ai pas dit, le Nikkei c'est l'indice japonais. Le Nasdaq, c'est l'indice des technologies américaines. Et le Dow Jones, c'est l'indice phare des États-Unis de la bourse de Wall Street. Donc vous voyez, ça monte partout. Le Nikkei, on en était au DAX. Le DAX, c'est l'équivalent du CAC 40 en Allemagne. Vous savez quoi? Surprise des amis. Oui, je pense que vous hésitez. Eh ben non, vous avez raison. Il monte tout pareil. Alors là, il est à 2000 points en 2003 et puis il est à 16 000 points aujourd'hui. On ne se trompait pas trop en achetant du DAX. Alors le blé, il monte, hein, 835 dollars, le je ne sais pas quoi, la tonne, je suppose, la tonne, le quintal, le quinto, je ne sais pas. Bref, 835, on était à 400 il y a encore quelques mois. Vous achetez du blé, vous faites du blé, de l'oseille, du fric, du flouze, vous achetiez de l'or en 2000. Alors en 2000, on était à 200 € l'once, on est à 1846 € l'once. Pareil, c'est des multiples super intéressants, donc vous ne vous trompiez pas en achetant de l'or. Puis regardez l'immobilier, l'immobilier il monte, hein, bon alors là c'est depuis 1900 jusqu'en 2020, mais on va dire allez 1980, on est même pas à 1000. On n'est même pas à 1000, alors 2000, allez, 2000 on est à 1000, voilà, allez, voilà, on est à 1000, on est à 10 000 aujourd'hui. Bon, écoutez, vous achetiez de l'immobilier, vous pouviez pas trop vous tromper en fait. C'est intéressant quand même. Puis regardez, vous achetiez des obligations en 2000. Bon, c'est ce qui monte le moins d'ailleurs, hein, les obligations d'État, c'est ce qui monte le moins, mais enfin bon, ça monte, vous achetiez des obligations, vous pouviez pas trop vous tromper. Alors ce que je voulais vous montrer là,
par cette petite présentation litanique de « il y a tout qui monte », c'est qu'il y a tout qui monte. Voilà, c'était ça ma démonstration. Bon, bah merci, au revoir. Voilà. Fin de la démonstration, vous avez compris, tout monte. Donc quoi que vous achetiez, de toute façon, vous ne vous trompez pas. Et ça marche aussi avec le Bitcoin. Vous pouvez acheter des Bitcoins, ça monte. Alors ça monte très très vite, ça redescend très vite, puis ça remonte très très vite. Donc c'est volatile, mais ça monte aussi. Regardez ça, ces obligations, comme c'est volatile aussi. Pourtant, ça monte. Il y a tout qui monte, les actions montent, les obligations montent, l'immobilier monte, l'or monte, il y a tout qui monte. Il y a peut-être une raison. Ah bah tiens, regardez le gaz. Oh bah le gaz, il monte aussi. Oh ça marche avec le pétrole, ça marche avec le cuivre, ça marche avec toutes les matières premières. Il y a tout qui monte. Il y a tout qui monte. Mais alors, la question importante, c'est mais pourquoi il y a tout qui monte? Eh ben normal, à ce niveau du raisonnement, mais pourquoi il y a tout qui monte? Alors pourquoi il y a tout qui monte? Bah parce que c'est la faute à Toto. Et oui, 0 plus 0 égale la faute à Toto égale la tête à Toto. Sauf que moi j'écris la tête à Toto, TAUX, TAUX. Et oui, les taux d'intérêt, c'est un jeu de mots d'économiste, excusez-moi. Moi ça me fait rire, du haut de mon grenier, la tête à Toto. Mais bon voilà, ne m'en voyez pas, c'est de l'humour d'économiste de grenier. Et ça fait rire mes poules. Alors regardez, ça c'est l'évolution des taux d'intérêt. La dernière fois que les taux d'intérêt ont augmenté, c'était avant la crise des subprimes. Donc en 2005, 2006, 2007, les banques centrales commencent à augmenter les taux d'intérêt, donc elles font exploser volontairement la bulle spéculative immobilière en augmentant les taux et donc en rendant insolvables progressivement évidemment les acheteurs d'immobilier qui le sont à crédit. Et donc regardez, les taux ils commencent à monter en 2005, là on est en 2006 ici, donc vous voyez tous les petits escaliers, ce sont des augmentations de 0,25 des taux d'intérêt. Donc on manque de 0,25, de 0,25 et puis on arrive à 5,5 5,25 de taux d'intérêt pour la Banque centrale américaine, et évidemment à 5,25 taux de l'argent pour les banques, donc vous en tant que particulier vous empruntez à 7, 8, 9, et bien évidemment, boum, le marché de l'immobilier, il s'effondre, on fait exploser la bulle spéculative immobilière. C'était une crise volontaire, c'était une crise pilotée par les banques centrales. La BCE, c'est le trait en bleu, donc orange, ça c'est la Fed, la Banque centrale américaine, en bleu la Banque centrale européenne. Vous voyez, le mouvement était pleinement concerté, et le Royaume-Uni qui était en gris. Donc les taux, ils arrivent à zéro pendant des années. C'est pour ça qu'il y a tout qui va monter d'ailleurs. De 2009, 2010, on a encore un crack, et puis après boursier, puis après ça repart. Et donc ça repart parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont proches de zéro. Puis on va remonter progressivement les taux d'intérêt, surtout aux États-Unis, parce qu'en Europe, vous voyez, c'est la zone, c'est le truc bleu, c'est encéphalogramme plat, c'est assez logique, c'est en Europe, si on remonte les taux d'intérêt avec les pays qui sont surendettés de la zone euro, dont la France, dont l'Italie, dont l'Espagne, dont la Grèce, je n'en parle même pas évidemment, les dettes souveraines explosent et les pays sont en faillite, donc on ne peut pas augmenter les taux d'intérêt. On fait mine d'augmenter les taux d'intérêt. Aux États-Unis, on va monter à 2,5%. Et puis évidemment, ça couine très fort sur les marchés. Et puis là-dessus, on commence à rebaisser. Puis là-dessus arrive le Covid. Et tout le monde se met à zéro. Et les taux sont à zéro, la tête à Toto. Et quand l'argent ne vaut rien et que l'argent coule à flot, et ben qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez emprunter de l'argent pas cher. Vous avez des liquidités monstrueuses qui inondent les marchés. Et donc évidemment, ces liquidités vont se placer dans les actifs. C'est ce qu'on appelle la smart money, l'argent intelligent, là où les investisseurs, les grosses mains vont pouvoir capter des liquidités, capter du crédit, capter de l'argent à zéro, puisque l'argent aujourd'hui vaut zéro, et le placer dans des choses qui vont faire eux-mêmes augmenter, et donc ça crée en fait une bulle gigantesque. Et donc vous avez non seulement cette histoire de Toto à zéro, d'accord, donc les taux sont à zéro, voire négatifs, et puis vous avez également l'augmentation de la masse monétaire. J'ai enfin redégoté le graphique de la masse monétaire agrégat M3, où en gros c'est tous les sous en circulation. Je vous la fais courte, mais c'est la masse monétaire la plus large et donc c'est la plus significative en termes macroéconomiques. Alors regardez cette évolution de la masse monétaire, là ici on est en 1965, on est en 2020 et regardez ce qui se passe en 2020. On rajoute un sacré paquet, on passe de 16 à 24. Alors il y a tellement de zéros, je ne sais même pas combien de milliers de trilliards de milliards on évoque ici, mais on va dire au moins 24 000 milliards de dollars.
mais je me demande si c'est pas un petit poil plus. Voilà, bref, il y a trop de zéros pour moi. Mais on s'en fiche. Le principe, c'est surtout celui-là, hein, sans être simpliste. Ce qui est important, c'est pas tant le montant en valeur absolue, on s'en fiche complètement. Évidemment que son évolution, et vous voyez, la masse monétaire augmente de manière extrêmement significative en une année. Regardez, en une année, on fait ce qu'on fait en 10 ans, quoi. Hein. Et sur une période où là, déjà, on crée énormément de masse monétaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de plus en plus d'unités de monnaie en circulation. En clair, ben vous avez beaucoup plus de sous en circulation. Alors, les arbres peuvent-ils grimper jusqu'au ciel? Si, ben oui, jeune padawan, si on continue le raisonnement, on voit bien que là, en fait, il y a des petits sous partout. Partout, les petits sous. Il y en a tellement que ça fait des énormes rivières, des fleuves, que dis-je, des tsunamis entiers de liquidités et de sous. Alors, cette quantité d'argent disponible, elle a évidemment un impact significatif sur la valeur des actifs. Et je vais vous parler du Venezuela. Le Venezuela, et oui. Caracas, la capitale. Alors, ça, c'est le taux d'inflation. Vous voyez, le taux d'inflation au Venezuela, en 2019, il était de 350 000 %. Alors, vous ne voyez pas ici, vous avez l'impression que le taux d'inflation est retombé à zéro. Non, il n'est pas retombé à zéro. Il est de 7 à 8 %, allez, on va dire 10 % par mois actuellement au Venezuela. Sauf que quand vous venez de 350 000 % d'inflation par an, évidemment, quand vous êtes à 10 % par mois, c'est comme si c'était zéro. Donc c'est piégeur. Mais là, c'est 350 000 % de taux d'inflation. Autant vous dire que quand vous avez 350 000 % de taux d'inflation, vous avez un effondrement monétaire. C'est pas de l'inflation, c'est votre monnaie qui vaut plus rien. C'est de l'hyperinflation. Vous partez avec vos brouettes, littéralement avec vos brouettes de billets. Et donc l'inflation, ça use les souliers et ça fait monter tous les actifs. Regardez, ce qui est très intéressant, c'est de se dire, pendant qu'on a cette hyperinflation ici, qu'est-ce qui se passe sur la bourse de Caracas ? Qu'est-ce qui se passe sur l'indice boursier de Caracas? Et bien ce qui se passe sur l'indice boursier de Caracas, regardez, c'est une immense augmentation. Une immense augmentation. On est en 2012, on est à quoi? On est à 100 points pour l'indice de Caracas, le Caracas General Stock Market Index, donc l'équivalent du CAC 40 ou du Dow Jones de Caracas. On dit en base 100 en 2012 et on arrive à 400 000 points, donc on passe de 100 points à 400 000 points. Et là, l'envolée est tellement exponentielle en termes de nombre de points qu'il y a même une division par 1000 de l'indice. Donc c'est pour ça que vous avez cette grande chute. En fait, c'est pas un crack, c'est pas un effondrement de la bourse de Caracas. La bourse de Caracas ne fait aucun crack pendant l'hyperinflation. D'accord? Quand vous avez l'hyperinflation, en fait, au Venezuela, la bourse de Caracas, et je ne vous parle pas du siècle dernier, d'accord? Je vous parle, on est en 2018, 2019, 2020. Ok? Donc je vous parle de l'époque récente, de l'époque contemporaine, de là, maintenant, tout de suite. Hein, je ne convoque même pas la République de Weimar, l'Allemagne pré-nazie, etc. Non, je parle vraiment de notre époque, là, des années toutes récentes. Et donc, c'est très intéressant de voir ça, avec des ordinateurs, des flux financiers, etc. Et donc, les 350 000 %, on les retrouve dans la valorisation de la bourse. Donc ici, il y a une division par 1000 du point d'indice, si vous voulez, et donc on passe de 400 000 points à 400 points. Donc on remet la bourse à 400 points, on divise en se disant comme ça on verra moins l'inflation. Et donc évidemment 400 points et ça repart, on est là à 94 621 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait votre indice boursier vous protège de l'inflation. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'inflation que vous avez là, vous la retrouvez là, votre indice boursier va vous protéger de l'inflation, va pricer, va prendre en compte l'inflation, va s'apprécier du montant de l'inflation. En gros, quand on regarde ça, alors ça n'a pas forcément de valeur prédictive absolue, mais quand on regarde ça et quand on voit que tous les autres actifs montent, on peut raisonnablement imaginer, penser que, les arbres peuvent grimper jusqu'au ciel. Là, s'il n'y avait pas eu cette intervention, qui est une intervention humaine où on décide de diviser, aujourd'hui, vous seriez peut-être à 1 million de points ou 2 millions de points.
D'accord? Si on reprend cette hausse-là, là, qu'on la met là, voilà, on est complètement en dehors, on serait à 2 millions de points peut-être, d'accord, sur la bourse de Caracas. Donc, en gros, on se dit qu'acheter des actions, quand il y a de l'inflation, bah, c'est pas forcément bête. Alors, pas forcément toutes les actions, mais voilà. Je vous rappelle que ce qui a le moins monté, c'était les obligations. Et c'est normal, les obligations, ce sont des dettes, ce sont des titres de dette. Quand vous achetez une obligation, vous achetez de la dette de l'État. Et si vous avez un État qui est pas en très bonne santé, bah vous n'avez pas forcément envie d'acheter sa dette parce qu'il n'est pas forcément très solvable, l'État concerné. Donc, vous avez plutôt intérêt, en tant que monnaie intelligente, la smart money, encore une fois, les investisseurs intelligents, les grosses mains, à aller chercher des actions. Et c'est évidemment ce qui se passe aujourd'hui. Et quand tout monte, c'est qu'en réalité, c'est votre monnaie qui baisse. Vous allez me dire, ouais, mais Charles, c'est pas vrai. Regardez la parité euro, dollar, yen japonais, livre anglais. Bah oui, mais vous êtes dans un monde de change flottant, les amis. Et donc, dans un monde de change flottant, quand tout le monde fait la même chose avec sa monnaie, et quand tout le monde fait n'importe quoi, et si tout le monde imprime la même quantité de monnaie à peu près au même moment, ou de manière quasi simultanée, même si on est un petit peu en décalé ou un petit peu en quinconce, eh bien, dans un monde de change flottant où les monnaies flottent les unes par rapport aux autres, ça ne se voit pas, la dévalorisation des monnaies. La dévalorisation des monnaies ne se voit que par rapport aux actifs autres que monétaires, qui montent tous dans toutes les monnaies. Et souvenez-vous de ce graphique-là, il est super intéressant. Attendez, regardez. Vous voyez quand je vous disais, toutes les zones monétaires font à peu près la même chose, même si c'est un petit peu en quinconce. Vous voyez, regardez, ça, il y a un décalage entre ce que va faire la Banque centrale américaine, ce que va faire la Banque centrale européenne, ce que va faire la Banque centrale anglaise ici. Et pourtant, ils font tous la même chose. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on a tous la même politique monétaire. Donc, les monnaies entre elles, 3 monnaies pourries, 4 monnaies pourries, 5 monnaies pourries, 10 monnaies pourries, toutes les monnaies sont pourries. Et ça ne se voit pas qu'elles sont toutes pourries en fait, ça se neutralise. Ce qui se verrait, c'est si on avait tous des politiques monétaires avec 10% de taux d'intérêt, et puis la BCE qui serait à 0, bah là vous auriez l'euro qui s'effondrerait par rapport aux autres monnaies. Évidemment. Mais comme ce n'est pas le cas, et comme tout le monde fait la même chose, et que tout le monde a des taux à 0, et injecte et augmente sa masse monétaire, eh bien ça ne se voit pas. Donc on est dans la plus grande politique de création monétaire de tous les temps. Et cette politique de création monétaire, elle fait que, jeune padawan, effectivement, il n'y a peut-être pas de limite, peut-être que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel, et peut-être que la seule limite, c'est le ciel, the sky is the limit, comme disent les anglo-saxons. J'en sais rien, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on part dans un scénario inflationniste, le ciel est la limite et les arbres peuvent théoriquement grimper jusqu'au ciel. Voilà, ça c'est la théorie, puisque l'inflation s'emballe. Attention, là je vous parle d'une inflation ici sur le Venezuela, et je vous prends l'exemple du Venezuela, qui est une inflation de 350 000%. Aujourd'hui, on n'a pas une inflation de 350 000% par an, on en est très 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 loin. Quand bien même on dit, ah c'est le retour de l'inflation, j'ai 5% d'inflation, j'ai 10% d'inflation, moi je pense qu'on est plutôt aux alentours de 10% d'inflation plutôt que de 5%, peu importe. On reste dans de l'inflation, quand bien même elle est forte, on n'est pas dans de l'hyperinflation, d'accord? Quand vous avez 10% d'inflation, vous n'êtes pas à 350 000%, ça n'a rien à voir. Donc évidemment, the sky is the limit et les arbres peuvent grimper jusqu'au ciel quand nous sommes dans un contexte hyperinflationniste. Si on n'est pas dans un système ou dans un contexte économique hyperinflationniste, les choses vont devenir beaucoup plus nuancées. Elles vont devenir tellement nuancées qu'effectivement, tout monte. Tout monte parce que ça veut dire que c'est la valeur de la monnaie qui baisse. Quand tout monte, c'est que l'inflation est forte. Et ça veut dire aussi que les prévisions, les anticipations, encore une fois, de la smart money, la monnaie intelligente, c'est une expression anglo-saxonne qu'on utilise pour parler de ceux qui sont, encore une fois, les grosses mains, les très gros investisseurs, ceux qui ont les informations privilégiées, etc., etc. Et ben, ça veut dire que ces gens-là, ils anticipent une augmentation de l'inflation et qu'ils préfèrent détenir des actifs tangible plutôt que de détenir du cash et de la monnaie. Ils préfèrent investir dans un support réel. Et une action, c'est un titre de propriété. C'est une petite part d'une entreprise, mais c'est un titre de propriété. De la même manière qu'une obligation d'État, c'est un titre de dette. Mais vous êtes propriétaire de cette dette. Mais vous préférez acheter quoi?
une action d'une entreprise qui va plutôt pas mal ou une dette d'État d'un État qui est plus ou moins en faillite. Donc évidemment, c'est pour ça que vous avez les bourses qui progressent beaucoup plus vite que les obligations. Avec des taux à zéro, une inflation à au moins 5%, tous les placements de trésorerie font perdre de l'argent aux épargnants. Donc là aussi, on a tendance à migrer, à aller se mettre sur la bourse. La smart money y achète des actions en bourse, c'était ce que je vous disais. Les arbres peuvent-ils alors monter jusqu'au ciel? Oui, dans un scénario où l'inflation est très durable et très sévère. Alors, je ne vous parle pas d'une inflation à 350 000%, mais même avec une inflation à 10, 15, 20% par an, on pourrait tout à fait imaginer que les entreprises suivent, qu'il y ait une forme d'indexation aussi des salaires. Regardez finalement, il y a une prime de 100 € bon, qui a été retoquée par le Sénat, etc., mais ça va revenir, c'est parti par la fenêtre, ça va revenir c'est parti par la porte, ça va revenir par la fenêtre et ça terminera par la porte-fenêtre. Mais si vous voulez, a priori, voilà, il y a des chèques, il y a le chèque rentrée scolaire, il y a le chèque machin, il y a le chèque essence, il y a le chèque restaurant, il y a bon. Et donc, on solvabilise les gens. Voilà. On solvabilise les gens pour leur permettre de suivre à peu près l'inflation. Donc, si vous faites ça, si vous solvabilisez les gens pour qu'ils puissent suivre l'inflation, ce qui revient à une forme d'indexation, peu importe qui indexe, que ce soit indexé via les salaires, que ce soit indexé via des primes, via des chèques versés par l'État, que ce soit indexé via une baisse des impôts, peu importe en fait. C'est vous redonner du pouvoir d'achat aux gens pour compenser l'inflation. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous compensez plus ou moins l'inflation, au niveau macroéconomique, vous n'avez pas les bénéfices des entreprises qui vont baisser. Les bénéfices des entreprises vont continuer à progresser et eux aussi, ils vont s'indexer sur l'inflation. Et donc là, comme ça, techniquement, vous pouvez faire partir les choses vachement hautes. Et c'est ça qu'il va falloir regarder. Est-ce que ça veut dire que forcément tout va monter et est-ce que ça veut dire qu'on va éviter tout crack? C'est possible. D'accord, c'était ça que je voulais vous démontrer. Je voulais vous démontrer qu'on pouvait éviter tout crack, même si la situation économique semblait complètement moisie et très mauvaise. Après, j'apporte une grande nuance en vous disant, attention, on n'est pas dans un schéma d'hyperinflation comme au Venezuela, pas encore. On peut perdre complètement le contrôle de la situation, mais ce n'est pas le cas. Et tant qu'on ne perd pas le contrôle de la situation, et tant qu'on n'est pas dans un schéma d'hyperinflation, on peut tout à fait avoir une volonté aussi dans la communication des banques centrales du pilotage de l'inflation. Et donc ça peut entraîner des corrections. Alors un crack majeur où on perdrait 80% est assez peu probable. En revanche, on peut tout à fait avoir un mouvement de correction de 20, 30, 40% même, donc hyper significatif. Et à mon sens, il faudra profiter d'un repli comme ça pour pouvoir se réinvestir sur les marchés boursiers notamment et évidemment profiter du rebond parce qu'il n'y a pas de raison pour que l'inflation ne soit pas durable et profondément durable. Et ceux qui me suivent, et je vous invite à vous abonner au site insolentiae.com, rien que la lettre d'information gratuite, je chronique beaucoup cette notion d'inflation, ces notions de pénurie, ces notions d'augmentation de prix. Il y a des raisons. J'ai fait des vidéos sur l'inflation, regardez-les si vous ne les avez pas suivies. L'inflation, à mon sens, sera durable, profondément durable, et plutôt élevée, entre 5 et 10% de manière chronique, plutôt que lénifiante à 1 ou 2% et très faible. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'était pas l'idée là, c'était pas de vous dire voilà ce qui va se passer ou voilà ce qui ne va pas se passer. C'était simplement de partager avec vous une réflexion sur normalement les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais cette fois-ci ça pourrait être différent. Et quand on dit ça pourrait être différent, il faut se méfier. Et pourtant cette fois-ci ça pourrait être différent. Donc voilà, encore une fois, pas de vérité absolue ici, simplement un axe de réflexion, une analyse avec un angle un tout petit peu différent pour dire finalement, regardez, il y a peut-être un cas où les arbres pourraient presque monter jusqu'au ciel, tout en sachant que l'honneur sera sauf, parce que le vieux maître Yoda que je suis vous dira qu'à un moment donné, la valeur d'une monnaie revient toujours à ce qu'elle doit être, et donc à un moment donné, on a toujours une correction. Simplement, les arbres peuvent monter jusqu'au ciel dans le sens où ça peut monter encore très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait une immense crise monétaire qui nous obligera à repartir sur des bassines. Et là, vous vous retrouverez avec évidemment un mouvement de correction, une nouvelle valorisation de l'ensemble des actifs dans le futur système monétaire qui n'a pas encore vu le jour aujourd'hui, mais que nous sommes de plus en plus nombreux à pressentir. Si cette vidéo vous a plu, un gros doigt de schtroumpf bleu. Pour vous abonner, c'est ici ou en dessous. Vous
Vous pouvez vous abonner évidemment à la Lettre Stratégie pour ceux qui veulent aller plus loin et soutenir le site insolentiae.com et cette modeste chaîne de vulgarisation économique. Et puis évidemment, n'oubliez pas sur le site inso.com, tout simplement, la lettre d'information quotidienne gratuite. Prenez bien soin de vous les amis, la 5e vague est en train de déferler. Elle sera terrible, dantesque, monumentale, phénoménale. Préparez-vous au 5e confinement de la 5e vague. Prenez grand soin de vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, salut les amis, à bientôt, salut.